Alors, je vais vous présenter deux approches qui permettent de discrétiser le milieu continu. La première s'appelle l'approche de Galerkin. Vous verrez que dans la seconde, il y a beaucoup de similitudes, seul le point de départ est différent. Donc cette approche s'appuie évidemment sur la formulation du théorème des travaux virtuels que nous avons écrit en fonction des déplacements, que nous venons d'établir. Alors, on va tout d'abord exprimer le champ des déformations, à travers le tenseur des déformations qui est présent dans la formulation du théorème des travaux virtuels en déplacement. Donc l'epsilon de delta U de xt. Donc j'ai été relativement précis ici, j'ai mis les variables spatiales et la variable temporelle. Alors, faites attention, ici j'ai pas mis un signe égal, j'ai mis un signe approximatif, d'accord. Donc lorsqu'on va passer de la formulation continue à la formulation discrète, on va écrire le champ de déplacement en fonction des fonctions d'approximation, de la matrice d'interpolation et des delta Q, d'accord. Et ici on voit apparaître D qui est l'opérateur dérivation. Alors je suis passé relativement rapidement sur cette approximation puisqu'on l'a vu l'année dernière dans le cadre du cours de la méthode des éléments finis. Donc si cette petite approximation n'est pas aisée pour vous, je vous renvoie à ce cours où tout est expliqué de façon claire et précise, et si toutefois ça vous pose encore des problèmes, je vous invite à déposer un message sur le forum d'échange et je répondrai à vos questions lors de la séance que nous aurons ensemble d'ici quelques jours. Donc, l'application de cet opérateur de dérivation D à la matrice d'interpolation des déplacements N nous fournit la matrice d'interpolation des déformations qui s'appelle B, d'accord, qu'on multiplie ensuite par le champ de déplacement. Alors, cette matrice d'interpolation des déformations sera de dimension 6n, d'accord, et l'opérateur de dérivation de dimension 6 par 3. Alors sur le transparent suivant, je voulais rappeler, peut-être que ça vous remettra un peu plus les idées en place. Donc dans le cas 3D, le cas maximal, l'opérateur de dérivation s'écrit sous cette forme-là, d'accord, 6 lignes et 3 colonnes. Dans le cas 1D, évidemment, il va se réduire soit la différentielle partielle de D par rapport à X, par rapport à Y ou par rapport à Z, ça dépend la dimension du problème, la direction, pardon, du problème monodimensionnel traité. Alors, donc, je rappelle ici le tenseur de déformation qu'on vient d'exprimer, d'accord, qui est en fonction des déplacements delta Q de T, des coordonnées modales delta Q de T, et du tenseur des déformations. Donc, la forme K de U delta U va s'écrire de la façon suivante, d'accord. On a ici le tenseur des déformations appliqué à delta U et le tenseur des déformations appliqué à U, et ici la matrice qui traduit le comportement du matériau. Alors ici j'ai pas écrit les tenseurs d'ordre 2 multipliés par le tenseur d'ordre 4 et puis le tenseur d'ordre 2, j'ai traduit ça sous forme vectorielle. Donc ici on a un vecteur colonne avec 6 composantes, et ici on aura une matrice donc de dimension 2, d'accord, et non plus un tenseur de dimension 4, et ici le vecteur des déformations. Alors, je remplace donc le tenseur des déformations par la forme discrétisée que j'ai établie ici, d'accord, et donc j'obtiens simplement cette formule, j'ai remplacé ni plus ni moins. Alors, j'attire votre attention sur le fait que l'opérateur transposé s'applique à tout ce qui est entre parenthèses ici. Donc je vais pouvoir exclure de mon intégrale les quantités delta Q et Q, puisque ce sont des variables qui ne dépendent pas en fait de oméga, d'accord, qui sont exclusivement des variables temporelles. Donc on peut les sortir de l'intégrale puisqu'elles ne dépendent pas des coordonnées spatiales. Alors attention, quand vous avez la transposée d'une matrice par un vecteur et que vous les cherchez à les commuter, il faut évidemment appliquer le transposé à delta Q et à la matrice des déformations. Et donc on retrouve ici une quantité qu'on va appeler K, d'accord, qui est l'intégrale de ce produit de 3 matrices qu'on va intégrer sur le solide qu'on est en train d'étudier. Donc on retrouve simplement cette quantité. Alors cette démarche est absolument identique à ce qu'on a pu faire dans la méthode des éléments finis, donc normalement ça devrait être un petit peu plus aisé pour vous d'appréhender cette démarche, à savoir que Q ici ne représente pas les déplacements nodaux comme dans le cas de la méthode des éléments finis, mais les coordonnées modales, d'accord. Donc c'est là la différence fondamentale entre ces deux approches. Alors on peut conduire exactement la même démarche. Donc je vous rappelle ici le cas qui est l'intégrale sur oméga 2 transposé de B fois C fois B sur D oméga, que je peux réécrire également de cette façon. Donc l'opérateur de dérivation appliqué à la matrice d'interpolation.
Donc on va obtenir quelque chose qui va ressembler à cela, et là on retrouve une matrice K, d'accord, donc qui va avoir un certain nombre de composants selon la dimension de la matrice d'interpolation, qui correspond à une forme discrétisée. Alors dans le cas élastique, linéaire isotrope, la matrice C, qui traduit le comportement des matériaux, s'écrit H, d'accord, elle s'appelle la matrice des coefficients de Hooke. Et la matrice K que l'on va déterminer ici s'appelle simplement la matrice des raideurs du milieu discrétisé. Okay. Alors de la même façon, on peut appliquer le même raisonnement à la quantité qu'on avait définie, la forme symétrique bilinéaire M de masse, d'accord, appliquée au champ U seconde et delta U. Et on va exprimer un M qui va être aussi le résultat d'un produit des deux matrices d'interpolation, d'accord, N transposé fois N. Et on retrouve le produit scalaire qui va nous faire apparaître ces deux dimensions-là. Okay. Donc le problème finalement va s'écrire de cette façon-là. On peut mettre en facteur le delta Q T d'un côté, facteur de toute cette quantité-là, d'accord. Et pour que cette quantité-là soit nulle, il suffit que la quantité entre parenthèses soit nulle. Et vous retrouvez exactement la même formule qu'on avait à traiter dans le cas de l'étude des systèmes discrets vus dans la première partie de ce cours, d'accord. Donc ici, les inconnus sont évidemment les coordonnées modales Q seconde et Q, d'accord. F représente les forces extérieures apposées au système, et la matrice de masse M discrétisée est calculée de cette façon-là, d'accord, ici. Et la matrice des raideurs K, on l'a vu sur la diapositive précédente, et également l'intégrale d'un produit de matrice. Donc voilà, alors évidemment, la principale difficulté dans ce genre de problème est de trouver une matrice d'interpolation pertinente qui nous apporte une précision suffisante pour avoir un résultat acceptable, et ensuite de ne pas se tromper évidemment dans le calcul des produits matriciels. Okay. Alors j'applique cette méthode toujours au cas de la poutre en flexion qu'on est en train de suivre depuis le début de ce cours. Donc la forme K de V delta V va s'écrire de cette façon-là dans le cadre des milieux continus. Et si j'applique maintenant l'interpolation sur les coordonnées modales de V, eh bien on va simplement remplacer le V ici par N delta Q, on a le transposé ici et ici, et la démarche est strictement la même. On va pouvoir sortir les coordonnées modales de l'intégrale puisqu'elles ne dépendent pas des variables spatiales. On se retrouve avec cette quantité là à calculer. Si par exemple on a choisi d'écrire les déplacements en une série composée seulement de deux fonctions d'approximation, c'est-à-dire qu'en gros on l'a discrétisé en deux, alors on aura simplement K qui sera une matrice de dimension 2 par 2. Bon, ceci peut vous paraître un petit peu pour l'instant flou, ne vous inquiétez pas, on va traiter des exercices en travaux dirigés qui normalement vont permettre d'éclaircir tous ces points-ci. Okay. Alors la deuxième approche permettant d'arriver au même résultat s'appelle l'approche de Rayleigh-Ritz, d'accord. Donc à la différence de Galerkin où on s'appuyait sur la formulation du théorème des travaux virtuels en déplacement, ici on va s'appuyer sur l'énergie cinétique et le travail des forces mises en jeu dans le système qu'on est en train d'étudier. Donc l'énergie cinétique T est donc le travail des forces des autres forces. Pardon, le travail des forces mises en jeu dans le problème qu'on traite. Donc on va toujours poser les déplacements sous la forme d'une série avec une fonction d'approximation dépendant des coordonnées spatiales et une fonction dépendant de la variable temporelle. Je vous rappelle que les NJDX sont les fonctions d'approximation choisies cinématiquement admissibles et que les QJ, qui sont les coordonnées modales, sont les inconnus. C'est exactement la même chose que pour la méthode de Galerkin. Alors je vous rappelle ici la formulation de l'énergie cinétique, qui peut s'écrire sous cette forme-là, d'accord, dans le cas discrétisé, et la formule des travaux des forces mises en jeu dans le problème, d'accord, qui sont dues aux forces intérieures et extérieures. Donc on voit apparaître de la même façon la matrice M discrétisée, la matrice K discrétisée, et ici le produit scalaire des forces par les coordonnées modales. Donc on utilise ensuite le principe de moindre action, d'accord, qui nous dit alors que pour un système conservatif entre deux instants T1 et T2, on a la propriété suivante, d'accord. Donc la variation en fait de la différence de l'énergie cinétique et du travail des forces est nulle, d'accord, entre ces deux instants. Ceci conduit aux équations de Lagrange que vous connaissez bien. Et ensuite, si on exploite les équations de Lagrange, on obtient exactement la même équation différentielle matricielle à résoudre, d'accord. Donc vous voyez que
la démarche d'approche n'est pas exactement, le point de départ n'est pas le même, mais finalement on arrive exactement à la même équation à résoudre, et les quantités m, k et f s'obtiennent exactement de la même façon. Voilà, j'en ai terminé pour le cours de vibration sur les milieux continus, donc je vous invite à me poser toutes les questions que vous avez sur ce cours sur le forum qui est disponible sur Selene.